Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Alors vraiment, veuillez nous excuser encore pour la gêne. On était sur Facebook et on n'arrivait tout simplement pas en fait à pouvoir à pouvoir faire le live. Donc déjà, je pense qu'on va m'entendre beaucoup mieux, oui, parce qu'en fait, comme je vous disais, moi j'ai un souci avec Facebook, c'est que j'ai l'impression que je suis écoutée sur Facebook. C'est-à-dire que sur Facebook, quand je fais un live, que ce soit sur ordinateur, mon téléphone ou un autre téléphone, on ne m'entend jamais. On ne m'entend jamais sur Facebook. Alors Madame K, n'hésite pas à m'envoyer ta demande pour pouvoir rejoindre le live et on va commencer. Donc du coup, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez très bien. Si vous m'entendez bien, mettez 5 sur 5, comme ça on va commencer. Et du coup, Madame K, n'hésite pas à m'envoyer ton invitation. Voilà, je t'ai envoyé une demande. Donc, normalement, ça devrait passer. Cinq sur 5. OK. OK, merci à tous pour votre réactivité. Vraiment, c'est vraiment waouh. En tout cas, désolée, sur Facebook, on était déjà beaucoup de connectés et je sais que c'est pas tout le monde qui a Instagram. C'est dommage, mais en tout cas, il n'y a que sur Instagram que le son passe bien et qu'en plus, je parle à Madame K. Donc voilà, voici Madame K. On y est arrivé. C'est ça. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Super. Ça passe super bien. En tout cas, Super. merci beaucoup, Madame K, d'être ici. Alors, du coup, on a déjà perdu quand même pas mal de temps, mais on va essayer d'y aller, de tout donner, parce qu'on sait que vraiment ce soir, il y a des personnes qui, je crois, seront vraiment édifiées par ce live, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces quelques paroles. OK? Super, donc, super. C'est ça. Alors, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, peut-être que vous avez été invité par Madame K. Moi, je suis Célia Minacci, donc je suis entrepreneur, je suis consultante en marketing digital et je suis également coach en développement personnel. Et du coup, moi, ma plateforme s'appelle Être et Devenir et j'aide les femmes, principalement les femmes, à se reconstruire, à retrouver confiance en elles et à retrouver une estime pour elles-mêmes. Donc, du coup, ce soir, on va recevoir Madame K. Elle est la fondatrice de l'association Le Viol Parlons-en. Donc, je vais te laisser te présenter, Madame K. Expliquer un peu c'est quoi ton association et ce que tu fais vraiment pour les femmes. Ok, bon, moi c'est Sarah Koyaoto alias Mrs. K. Je suis la fondatrice de l'association Le Viol Parlons-en by Mrs. K. Donc je suis mariée à un merveilleux excellent mari. Je suis maman de 3 merveilleux garçons. Et en fait, si j'ai eu à cœur de créer cette association, c'est parce que j'ai été victime d'abus et de viols durant mon enfance, de mes 4 ans à mes 13 ans, par mon oncle. Et c'est vrai que ça a détruit énormément de domaines dans ma vie. C'est vrai que ça a eu un impact aussi dans la vie de mon entourage. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés en fait à trouver de l'aide dans ce domaine-là, une véritable écoute. Et donc j'ai eu à cœur de partager mon histoire, de partager mon expérience surtout dans ce domaine-là, parce que ce que j'ai constaté, c'est que même l'entourage est démuni, l'entourage se retrouve, et même l'entourage de l'agresseur se retrouve démuni, et l'entourage de l'agresseur aussi sont malheureusement les oubliés de la reconstruction. Et j'ai donc eu à cœur, voilà, de mettre cette association-là qui les aide à la reconstruction, parce que la reconstruction est tellement importante et primordiale, parce que certes, nous avons été abusés, mais il y a une vie après cela. Et se reconstruire, c'est véritablement possible. Donc vraiment, le cœur même de l'association est de propager vraiment ce message de vie, ce message d'espoir, que se reconstruire, c'est véritablement possible. Et, donc voilà qui je suis. Alors nous avons une page Facebook, YouTube, Instagram. Nous faisons des suivis individuels. Nous avons aussi des
ateliers qui vont reprendre là à la rentrée. Nous avons des événements aussi. Nous souhaitons aller à la rencontre des victimes, peu importe où elles se trouvent dans la francophonie. Donc voilà, tout ce que nous faisons. Nous travaillons aussi à la prévention parce qu'il est très important de pouvoir travailler à cette prévention parce que la prévention est la première des protections. L'information est tellement importante dans ce domaine-là. Donc voilà, nous travaillons à tout cela. Je ne suis pas seule. C'est vrai qu'on connaît que Mrs. Kay par le visage, par les vidéos, mais il y a une merveilleuse et solide et des soutiens vraiment tellement précieux à l'association qui nous booste et qui nous permet d'aller de l'avant. Et toutes ces petits points nous aident véritablement dans le travail que nous faisons. Donc voilà qui je suis et qui nous sommes. Ok, d'accord. En tout cas, merci pour ta présentation, Mrs. Kay. Donc, du coup, on va passer à certaines questions. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des questions que nos invités doivent se poser et on parlera un peu plus du viol aujourd'hui par rapport, donc, du coup, à ces questions. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, pour ceux qui assistent la première fois à ces lives, on va du coup échanger avec Mrs. Kay sur différentes questions et du coup, elle nous dira tout simplement ce qu'elle en pense en fait et ce qu'elle connaît dans ce domaine. OK? Très Donc, bien. Mrs. Kay, du coup, j'aurais aimé te poser une question. Une question qui est vraiment importante selon moi. Du coup, j'aurais aimé savoir quel impact et quelles répercussions a le viol dans la vie des victimes, mais aussi dans la vie de leur entourage. Quel est l'impact et les répercussions que le viol peut avoir dans la vie des victimes et de l'entourage? Alors, c'est vrai qu'on peut penser que quand je dis un simple acte, attention, comprenons-nous bien. Je ne minimise en rien l'acte du viol. Mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression que derrière ça, il y a juste la réparation de l'acte sexuel qui s'est passé, de la violence qui s'est passée, alors que les impacts sont aussi psychologiques, sont émotionnels, sont aussi corporels. C'est-à-dire que c'est comme un poison en fait qui pénètre la victime et qui la détruit de l'intérieur, qui détruit tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle représente. Et c'est vrai que ça impacte toute sa personne. Ça la dénature, ça lui fait perdre l'équilibre, ça lui vole son identité, ça lui vole sa dignité, ça lui vole en fait finalement tout ce qu'elle a de plus précieux. Dans l'impact que cela a dans l'entourage, c'est désastreux. Parce que l'entourage, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est jamais prêt à affronter une chose pareille. Nous ne sommes jamais préparés à avoir une femme ou un enfant ou une fille ou un frère ou une soeur ou un mari qui se fait abuser. Donc, c'est vrai que l'impact pour l'entourage est parfois plus même douloureux que les victimes. C'est vrai que c'est différent, nous ne pouvons pas comparer la souffrance, mais l'entourage souvent porte une forte culpabilité, se retrouve démuni. Et surtout, malheureusement, chez l'entourage, c'est qu'il ne se trouve, en fait, ils ne pensent pas avoir le droit légal d'exprimer leur souffrance alors qu'ils souffrent. Ils portent aussi la honte. Voilà. C'est vrai que ça impacte énormément de domaines, même l'entourage de l'agresseur. C'est vrai, je tiens vraiment aussi à parler de l'entourage de l'agresseur. Tu m'excuses, Célia, parce que, tu sais, parfois, l'agresseur est un homme ou une femme qu'on ne peut soupçonner, bien intégré dans la société, des bons chefs de famille, tu vois, et du jour au lendemain, on vient frapper à leur porte et on vient leur dire, madame ou monsieur, voilà, votre conjoint ou votre conjointe est un agresseur. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Être un enfant d'un agresseur, quand le nom de famille est publié, ça détruit des vies. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai que derrière cet acte-là, il y a énormément de dégâts qui sont encore très sous-estimés. C'est vrai. C'est vrai, ok, d'accord. Et c'est vrai qu'on comprend un peu mieux tout ce que ça a parce qu'effectivement, on pense souvent à la victime. La victime est forcément sur le devant de la scène, aussi la famille de la victime, mais c'est vrai qu'on n'en pense pas, on pense jamais à la famille de l'agresseur et à l'entourage de l'agresseur qui peut mal le vivre aussi, qui peut vivre ça comme étant un choc, comme étant un dénigrement, comme étant quelque chose de fatal en fait. Et c'est vrai que c'est bien vraiment d'en parler.
tout cas, merci pour ta réponse. Et du coup, j'ai une deuxième question. Donc, selon toi, par rapport à ton expérience dans l'accompagnement des femmes à la reconstruction, etc., quelle blessure, en fait, peut engendrer le viol aujourd'hui chez une femme? Parce qu'on sait que le viol, ça reste quand même quelque chose de terrible. Ça touche à l'estime personnelle. Ça peut même toucher à nos relations amoureuses après. Donc, selon toi, quelles sont les blessures qu'une femme peut avoir après un viol? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque victime est différente. Donc, finalement, tu sais, ce n'est pas un mode d'emploi. C'est pas quelque chose vraiment de figé. Ok. Moi, c'est vrai que pour ma part, en tout cas en général, on va vraiment parler en général, bien que tout est cas par cas, Mhm. selon les histoires, parce que si c'est dans le cadre d'inceste, c'est différent. Une victime qui a été violée par un agresseur inconnu n'aura pas les mêmes conséquences, par exemple, qu'une victime qui a été victime d'inceste. Tu vois ce que je veux dire? Ou même dans le conjugal. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Mais en général, c'est vrai que ça détruit la confiance en soi. Ça amène à des maladies psychosomatiques, hein. Quand je parle de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que c'est des douleurs diffuses dans tout le corps, par exemple, certains cancers, énormément de choses. Elles ont une perte d'identité, une perte de valeur. Une perte de valeur. Ça amène aussi beaucoup de problèmes dans les vies de couple, dans la envers l'autre, dans leurs relations sexuelles aussi. C'est-à-dire que si la victime n'a pas eu le courage d'en parler à son mari ou à son compagnon, cela peut avoir un gros impact dans leur relation sexuelle. Après, il y a aussi des victimes qui se livrent complètement. C'est-à-dire que le fait qu'elles n'aient plus d'estime d'elles-mêmes, et ben finalement, elles livrent leur corps à n'importe qui. Et c'est vrai que la société a un très mauvais regard envers ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on va dire maintenant, quand même, cette personne, elle a été abusée. Regarde sa légèreté sexuelle. Mais cette personne, en fait, cette victime-là, à ce moment-là, elle est morte à elle-même. Selon son parcours personnel, elle va se dire peut-être que ma mère a vécu ça, ou peut-être que même ma famille m'accuse, me dit mais c'est peut-être de ta faute. Et toi, en fait, la victime va croire en ces choses-là et elle va se dire finalement je ne sers qu'à ça. Alors au lieu d'être abusée, moi-même, en fait, je vais livrer mon corps. Ok. Voilà. Il y a aussi ce côté-là où il y a aussi le fait que les victimes se retrouvent complètement fermées et font beaucoup d'autodestruction par par l'autodestruction, par l'alcool, par les dépendances, même les troubles alimentaires, les scarifications. Voilà, il y a tellement de choses. La liste serait tellement longue, mais voilà, tous les impacts. Et en plus, ça peut avoir aussi un impact dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale aussi, dans sa vie familiale, même son rapport avec les enfants, avec ses propres enfants. Et c'est vrai que oui, les impacts sont nombreux. Sont nombreux. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est important d'en parler des blessures parce que aujourd'hui, on se dit oui, les gens, ils ont vécu un viol, donc après, ils s'en remettent, voilà. Il y en a qui, des fois, ont vécu un viol et puis aussi qui sont tombés enceintes. Et ça, c'est vrai que c'est une situation encore plus compliquée parce que c'est beaucoup plus difficile à vivre. Mais on oublie qu'en fait, que le viol n'est pas juste un acte physique, mais ça a un impact même émotionnel, psychologique chez la victime. Et ça, c'est vrai qu'on en oublie. Et quand on fait partie de l'entourage d'une personne qui était victime de viol, on peut se comporter parfois de manière inadaptée. C'est-à-dire on oublie que cette personne a été victime de quelque chose qui l'a profondément blessée. Et parfois, on peut commencer à se dire, oui, mais arrête de culpabiliser, des choses comme ça, ou arrête d'en vouloir à cette personne. Mais on ne prend pas conscience en vérité de la profondeur et de l'impact même de ce que le viol a comme impact en fait dans la vie des personnes, des victimes. Et ça, il faut vraiment effectivement en parler parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, effectivement, sur le viol, on garde des séquelles. Et c'est pour ça qu'on va parler justement de reconstruction maintenant, parce que c'est vrai qu'on a vu un petit peu l'impact, les blessures, etc. Et moi, j'ai une question, en fait, c'est que faire quand on a été violé? C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, moi, franchement, je n'arrive même plus à comprendre notre société. En fait, je suis en colère. Alors, c'est pas une mauvaise colère, mais je suis vraiment en colère de me dire qu'aujourd'hui,
on prépare les femmes à devoir se défendre face à des personnes, en fait, qu'elles ne connaissent pas du tout. Pourquoi, en fait, on n'agit pas au niveau des personnes qui sont eux-mêmes des agresseurs, qui sont eux-mêmes les mauvais, entre guillemets, quand je dis mauvais, façon de parler dans l'histoire. Et pourquoi aujourd'hui, ce serait à nous, les femmes, de devoir tout le temps se défendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'autre choix qu'en tant que femme que de se défendre et que de savoir quoi faire dans cette situation. Donc, du coup, en fait, ma question, c'est si un jour une personne est victime de viol ou bien l'a été, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? Vers qui elle doit se tourner? Vers quoi exactement? S'il y a des organismes, des associations, bien des personnes adaptées pour cela? La première chose, en tout cas, c'est déjà merci vraiment aussi pour ce que tu as dit parce que c'est très important et je pense que s'il y a des victimes, et bon, moi je les appelle les victorieuses, elles se reconnaîtront, qui ont entendu cela, je pense qu'elles vont véritablement être touchées parce que ce sont des vérités que nous rencontrons véritablement dans notre société et du coup les rôles s'inversent. Mais pour répondre à ta question, une des premières choses que la victime doit faire, c'est parler. Déjà, avant toute chose, parler. Libérer la parole. Parce que le fait de parler va déjà la décharger d'un poids. Parce que ce poids-là, si elle le garde pour elle-même, déjà, ça va l'arranger. Et la parole libère. C'est pas une obligation d'aller tout de suite directement à la justice, bon, d'aller porter plainte ou quoi que ce soit. Mais le fait déjà d'en parler à une personne de confiance. Et même si elle tombe sur une mauvaise personne qui n'est pas prête à l'écouter, qu'elle continue à en parler. Parce que, en fait, quand on a vécu ce genre de crime-là, il y a déjà la honte qui s'installe. Et la honte, elle nous aide. La honte, tu vois. C'est vrai. Et ça les rend captifs finalement. Ça rend vraiment la victime captive. Et le fait qu'elle puisse parler, déjà, ça va déjà la mettre dans une position de victime. Et elle parle va aussi l'amener à la réclamation de la justice. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société, non, parce que c'est là qu'il faut se dire les choses. Vas-y, parle. On est parfois la mentalité des gens, on va dire, bon, surtout si c'est dans le cadre familial. Moi, je sais que, par exemple, j'ai entendu une phrase qui m'a scandalisée. On aurait pu régler ce problème-là en famille et l'arranger comme on fait dans notre coutume. Ouais. Le fait d'en parler que dans la famille et dans la coutume, suivre les coutumes et les cultures, fait que finalement, on a réglé ça entre nous, mais ça va permettre à l'agresseur d'agir après avec d'autres victimes. C'est vrai. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent, je sais pas, avoir une foi quelconque. Oui, il y a la justice divine. OK, mais nous sommes dans un pays de loi et de droit. Il me semble que quand, par exemple, on va voler dans un magasin, on est condamné pour. Exact. On va pas que parler de la justice divine ou que des principes culturels. Parce que même quelqu'un aujourd'hui qui peut avoir des principes culturels et même coutumiers, si on rentre lui pour cambrioler, il ne va pas aller à la police pour aller porter plainte ou pour aller même chercher toute une enquête. C'est ça. Mais c'est la même chose. En tant que victime, on est venu, en fait, outrager, violer, voler notre intimité, notre dignité. Et parfois, malheureusement, notre mentalité, notre éducation est venue polluer toute chose sensée. Il faut sortir de cela. C'est ça. C'est vrai. Donc, vraiment, la première chose que j'encourage à une victime de faire, c'est de parler. Parler à une personne de confiance. Après, de se tourner vers les associations et surtout d'aller à la justice. C'est un droit, c'est un outrage, c'est un vol, c'est un crime. Et ça, faut en prendre conscience. Et c'est son droit. Peu importe. Parce que souvent, malheureusement, ce qui empêche les victimes de parler, c'est les conditions du viol. Les conditions dans lesquelles le viol s'est déroulé. Mais il faut savoir une chose, et s'il y a une victime qui m'entend, il n'y a rien qui justifie un viol, que le viol soit conjugal, que tu as été même en préliminaire avec un homme, et au moment même, vous m'excuserez pour le langage, mais il faut qu'on parle français, il faut qu'on se parle pour de vrai. Même si au moment de la pénétration, tu refuses, tu as le droit de dire non. Et ce non-là doit être respecté. Ce n'est pas parce qu'on a dansé, même si avec un garçon qu'on est habillé d'une certaine tenue, peu importe.
Quand on dit non, c'est non. C'est vrai. Il y a des droits et il y a des devoirs. Mais le respect du corps est important. Le respect de soi est important. Et même dans les pratiques sexuelles. Oui. Parce que parfois, on peut être dans une relation, mais l'homme ou la femme va demander certaines pratiques qui peut être au-delà des principes de la victime. Elle a le droit de dire non. Et ce nom-là doit être respecté. C'est très important. Donc, peu importe les conditions du viol, même si c'est par le petit ami ou par le mari ou par la conjointe, il ne faut pas avoir honte. Exact. Du moment où le nom n'a pas été respecté, vous avez droit à la parole et vous avez droit à la justice. Ça, c'est véritablement très important. Exact. Donc, il y a les associations, il y a la police, et voilà. Et d'aller faire constater, surtout constater les dégâts. Les dégâts. Ça, ok, d'accord. En tout cas, merci pour ta réponse parce qu'effectivement, c'est important, comme tu dis, d'en parler parce que la parole, en fait, elle libère. Aujourd'hui, quand je coach des femmes pour qu'elles puissent retrouver confiance en elles, je constate qu'en fait, les femmes, généralement, nous, qu'on a des secrets, on aime les garder pour nous. On retient en fait tout pour nous. Et aujourd'hui, en coaching, je rencontre beaucoup de femmes qui en fait, ne serait-ce que le fait d'en parler, ça les permet de se libérer en fait. Elles se sentent libérées après avoir parlé de choses qu'elles n'ont jamais parlé, même à la famille, en fait. Donc, vraiment, je crois effectivement qu'en parler, c'est vraiment déjà quelque chose de très, très, très important. En tout cas, vraiment, merci pour ta réponse, Madame Mrs. Kay. Et du coup, j'ai une dernière question. C'est du coup, comment retrouver confiance en soi et se reconstruire après un viol? Parce que je sais que le viol peut être un facteur très, très aggravant sur la confiance en soi. Aujourd'hui, je rencontre des personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes dans leurs relations sentimentales, dans leurs relations amoureuses, même dans leur rapport avec leurs enfants, ou ne serait-ce que dans leur rapport avec l'autorité. Donc, que ce soit dans le travail, chez les hommes, etc., il y a un problème avec le rapport avec l'autorité à cause du viol. Et du coup, je sais qu'il y a des choses qui existent pour vraiment en guérir et retrouver confiance en soi et guérir de ces blessures-là. Donc, du coup, toi, parce que tu accompagnes les femmes dans la reconstruction, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour se reconstruire après un viol? Déjà, la première chose, c'est de reconnaître qu'on a été victime. On ne peut pas se reconstruire si déjà on ne fait pas face et qu'on n'accepte pas véritablement déjà dans quel état on se trouve. Exact. Déjà faire face à la vérité, sortir du déni, accepter ce qui est arrivé. Parce que tu vois, c'est comme quelqu'un qui est malade. Tu ne peux pas soigner quelqu'un qui ne va pas chez le médecin et qui ne reconnaît pas qu'il a mal à la tête ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est véritablement. C'est vrai. De deux, c'est de se découvrir, de voir la réalité en face. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des profils différents parce que si tu prends une victime qui a été abusée dès son enfance, tout ce qu'elle est déjà faussé parce qu'elle s'est bâtie sur, par exemple, moi, j'ai été abusée de mon enfance, donc j'ai une mauvaise perception de moi. C'est différent d'une femme, par exemple, qui est adulte ou d'un homme qui est adulte et qui a été abusé ou violé, je sais pas, à 30 ans. Ouais, tu vois? Effectivement. Donc, en fait, pour les personnes qui ont été abusées à un âge déjà avancé, il ne faut pas qu'elles oublient la personne qu'elles étaient avant ce viol-là. Ça, c'est important. Et pour les personnes qui ont été abusées dès leur enfance, elles doivent en fait essayer de se dissocier. Okay. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y a deux personnes. La personne qui a été abusée, cette personne-là qui souffre, cette personne qui a envie de mourir, qui a envie de s'autodétruire, mais il y a aussi une personne qui vit, une personne qui a des rêves, une personne qui a envie de survivre, qui a envie de se détacher de ça. Pour ces personnes-là, je les invite à aller découvrir cette personne qui sommeille. Cette personne qui s'étouffe en dessous de la souffrance, en dessous de l'autodestruction, en dessous de toutes les mauvaises pensées. Et en tant que victime, il est important de se réapproprier notre corps, de se réapproprier nos pensées. En fait, avant toute chose, c'est un choix personnel. C'est vrai que c'est injuste de dire ça, mais Célia, c'est une vérité. C'est vrai. Parce que quand on a été abusé, ça n'a pas été un choix.
Mhm. Parce que nous avons subi le viol. Mhm. C'est ça. Tu vois? Mhm. Donc, en fait, on nous a arraché notre identité, on nous a arraché notre dignité, on nous a arraché notre valeur, on nous a arraché ce qui nous était en fait finalement le plus cher. C'est vrai. Mais il en est de notre responsabilité maintenant à nous en tant que victimes. Et Mhm. c'est un choix personnel maintenant de C'est ça. pouvoir se reconstruire. Et il faut maintenant en fait le vouloir. Mhm. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je tiens à le dire. La reconstruction est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un combat. Et non pas un combat contre la justice ni contre l'agresseur, mais c'est un combat, en fait, contre les conséquences que cet acte a eu dans notre vie. C'est-à-dire que, en fait, finalement, les conséquences deviennent le fait que nous devons combattre envers nous-mêmes. Quand je Exact. parle de qu'est-ce que ça t'a amené à penser de toi-même? Mhm. Comment tu te vois? Quel est Mhm. le rapport que tu as avec les gens? Comment tu te perçois? Tu vois? Et en Mhm. fait, c'est ça qu'il faut travailler. En fait, il faut enlever cette pollution que ces crimes-là, en fait, ont amené, en fait, dans notre vie, tu vois? Mhm. Mhm. C'est Et ça. il est là le véritable combat. Il est Mhm. là le véritable combat. Et de remettre, en fait, la vérité à sa place. Tu Exact. vois? Mhm. Parce que quand tout le monde te dit, mais de toute façon, toi, tu es une traînée. Parce que, bon, ces derniers jours, on le voit même dans les médias ou même dans notre communauté. C'est Parfois, vrai. il y a des filles qu'on traite de traînée. Pourquoi? Parce qu'elle a été abusée, on a filmé ou on a pris des photos d'elle qu'on a publiées dans tous les réseaux sociaux. Elle va se dire quoi? Sa famille va venir lui dire quoi? Mais tu es une traînée, tout le monde le dit. Pourquoi tu as été à cette soirée? Pourquoi tu as bu? Pourquoi tu étais habillée comme ça? Ou pourquoi? Tu vois, il y Mhm. aura beaucoup de choses. Et elle devra se tenir avec sa vérité, avec son estime. Il va falloir qu'elle puisse en fait fouiller en elle-même pour aller le Exact. récupérer. Parce que tu sais, malheureusement, parfois, enfin, malheureusement, mais c'est aussi une bonne chose, il y a des personnes autour de nous Mhm. qui nous disent des bonnes paroles, qui te disent, mais non, tu es une bonne parole. Mais malheureusement, nous avons plus tendance à croire et à accepter et à avaler et à pratiquer les mauvaises paroles que les gens disent de nous. C'est Tu vois? vrai. C'est vrai. Et c'est C'est là vrai. où nous devons en fait marcher à contre-courant de cela, à se dire mais non, finalement, je ne suis pas une mauvaise personne. Et c'est à Exactement. nous en fait, de nous bâtir dans ce domaine-là. Mhm. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la première chose que la victime doit faire, reconnaître qu'elle est victime, reconnaître son état et en Mhm. fait enclencher le processus de la reconstruction, de sa restauration. Ça passe par le changement de pensée, de Mhm. mentalité. Oh, tu vois, même les faits et gestes de son quotidien, sa façon de se voir, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, tu vois. Mhm. Je vois. Ça, ça. Et c'est un Ah, travail au quotidien. yes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, effectivement, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et ça, en fait, comme moi, je le dis aussi, c'est important, en fait, parce que l'étape vers la guérison, c'est l'acceptation. C'est la première étape. Accepter ce qui a été fait, accepter qu'on nous a blessés, qu'on nous a peut-être détruits, etc. C'est la première étape vers ce qui s'appelle la guérison. Donc, c'est vraiment, Mm. en tout cas, important d'en parler, c'est vrai. Et en tout cas, Mrs. Kay, j'aimerais juste que tu puisses nous donner quelques mots, que tu puisses juste nous parler un peu du viol de manière générale, ce que tu as sur le cœur à dire aux femmes concernant le viol, que ce soit peut-être les tabous, la reconstruction ou autre. Est-ce que tu pourrais, en quelques minutes, nous parler par rapport à cette cause qui te tient à cœur? Alors, c'est vrai que concernant ce live avec toi, Célia, je sais que tu es très suivie par la communauté antillaise, par la communauté aussi africaine. Mhm. Et je pense que c'est une occasion aussi pour nous de pouvoir parler à nos sœurs, de Exact. pouvoir parler à notre communauté. Je sais aussi que nous partageons aussi la même foi, que nous sommes chrétiennes, bien que nous soyons fondatrices d'associations, entrepreneurs, voilà. Mais j'aimerais vraiment m'adresser aujourd'hui à ce public. C'est pas pour faire de la discrimination, hein. Attention, comprenons-nous bien. Mais c'est vrai que je veux vraiment m'adresser à ce public-là personnel aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Parce que pour vraiment casser les tabous Mhm. culturels et religieux, le tabou culturel est un véritable poison et en même temps une grande hypocrisie dans notre communauté. C'est vrai. Pourquoi je dis ça? Quand nous prenons la culture, on va dire afro, la culture afro, chez nous c'est un tabou. C'est vrai. Et donc parler de sexe est un véritable tabou. C'est vrai. On n'en parle pas. Et pourtant, c'est un fléau.
C'est un fléau dans l'inceste, c'est un fléau dans la communauté, c'est un véritable poison pour les gens. C'est vrai, c'est vrai. Et là où il y a l'hypocrisie, c'est là. Et là où nous devons véritablement réfléchir, parce qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à quelque chose. C'est un tabou, mais ce n'est pas pour autant que nous avons, nous, la réputation dans ce domaine sexuel d'être, d'être les plus chauds, d'être les... mais on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos filles, Célia, dans notre communauté? Quand tu as des formes, la femme africaine, on la reconnaît pourquoi? La femme black, en général, on la reconnaît pourquoi? Elle aime mettre ses valeurs, c'est que ça soit, peu importe ses formes, en valeur. Parlons un peu de la musique culturelle chez nous. Quand on parle de notre musique, quels sont les clips? Comment on considère la femme chez nous? Dans nos clips, on voit les femmes nues. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Les paroles des clips, n'en parlons même pas. Tu vois? Et que ça soit en Afrique ou aux Antilles. Tu vois? Moi, j'ai grandi dans cette culture-là. Mais par contre, on nous enseigne toutes ces bêtises-là. Nous, quand on a des jeunes filles, on va lui dire, oui, habille-toi comme ça, fais montrer tes formes, ceci, cela. Mais on n'éduque pas à l'éducation sexuelle. C'est ça. Et tu sais là où elle est notre responsabilité, Célia? C'est que nous-mêmes, parfois, nous faisons et exposons nos enfants à être des victimes ou nos fils à être des agresseurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelle attitude? Où sont ses pères? Où sont ses frères? Où sont ses fils qui enseignent la valeur de la femme? Où sont-ils? Comment la considère-t-elle? C'est vrai. Qu'est-ce qui nous expose? Demain, prends un jeune homme qui a eu l'habitude de voir les clips, Célia. Tu prends un jeune homme qui a eu l'habitude de voir les clips, qu'il voit comment son père, sa mère comment son père ou ses frères ou les cousins traitent la femme. Comment tu veux qu'il la considère, Célia? C'est ça. Comment tu veux qu'il la considère? Je vais te prendre un exemple qui est simple, Célia. Tu sais, moi, j'ai été dans ce domaine-là. J'ai fait beaucoup de choses. Dans mon adolescence, en tout cas, quand moi j'ai commencé à fréquenter les soirées, les boîtes de nuit, c'était au temps où il y avait la dancehall arrivée en France en masse. Donc tout ce qui est les Capleton, les Chris, les Admiralty, tous ces trucs, tout ça, tu sais, nous on allait à des manades, des pitch parties, toutes ces choses. Bon, nous on nous apprend à être belle et à être sexy. D'accord? On est là, nous, on voit, donc c'est des histoires de robes, de weed, d'alcool, de toutes ces choses-là. Le garçon, lui, on va être là dans une atmosphère d'alcool, de drogue, sans éducation. Là, nous, la plus belle chose qu'on peut faire à ce moment-là, la valeur de la femme, elle est réduite à quoi? À être une femme sexy, n'est-ce pas? C'est ça. Vous m'entendez? Tu m'entends, Sonia? Oui, je t'entends. C'est vrai que l'image, elle passe plus bien, mais je t'entends. Oui, ça avait bugué. Ok. Tu vois? Donc, quand on cultive ces choses-là, la femme à être sexy, à être ceci, à être cela. Donc, nous, quand on va en soirée, c'est avec des mini, surtout quand c'est les beach parties. Donc, on a fait le haut de maillot de bain avec les barésies. C'est bon. Je te passe tous ces détails-là. Mais quand tu te retrouves, maintenant, quand on va danser, c'est quoi la danse que tu fais? La danse que tu fais. Moi, je sais que j'ai grandi avec ces histoires de dancehall queen où, à l'époque, du côté africain, c'était le mapuka. Le mapuka est une sorte de danse. À la base, c'est une danse culturelle. Mais la jeunesse l'a tournée, la génération l'a tournée à une danse sexuelle qui stimule le sexe. Imagine, nous sommes à une soirée sous alcool, sous drogue. Célia, le garçon, il va dire quoi là? Il va dire, mais t'as dansé avec moi, viens, on va plus loin. La fille va dire non. Le gars, le jeune homme n'aura aucun détachement à cela. Il peut aller violer la fille. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et on n'a pas appris la fille à se protéger de cela. Nous sommes responsables dans notre culture. Le fait de ne pas en parler, mais le fait de cultiver l'hypersexualisation, l'hypersexualité de la femme. C'est vrai, c'est vrai. Pas seulement qu'elle est femme à cause de ses formes, parce qu'elle va se faire montrer à cause de ceci. Donc, nous sommes réduits à cela. Les mentalités doivent changer. Si nous voulons mettre un frein et une fin à ces crimes-là, nous devons déjà changer nos pratiques et notre mentalité. Les parents doivent prendre les responsabilités. Au lieu d'aller d'amener ces filles au salon pour faire les beaux cheveux, les ongles, les tenues, hop, là, assoyons nos filles, apprenons-leur des principes.
C'est vrai, c'est vrai. On n'en parle pas assez. C'est tabou alors que nous-mêmes, on le pratique. C'est tabou. C'est lié à tabou de quoi? Mais Nous c'est connaissons ça. bien la réputation. Les Blacks, dans ce domaine sexuel-là, on se connaît très bien. Parlons peu, parlons vrai. C'est ça. Tu vois? C'est Par ça. contre, on ne protège pas. On ne protège pas. Et l'ignorance tue. L'ignorance expose au danger. Et après, on pleure. Mais qui prend la responsabilité? C'est ça. Personne. C'est ça. C'est ça. Oui. Et après, on va venir nous dire, oui, mais chez nous, on ne parle pas de ça. Ou s'il y a un scandale, on va venir, on va te taper. On va venir taper l'enfant. On va venir taper l'agresseur. On va venir taper la victime. C'est Mes ça. parents, vous où? C'est ça. C'est ça. Et on doit casser ces tabous-là. On doit en parler. Ce n'est pas un crime d'en parler. Ce n'est pas, mais il n'y a pas de crime. On t'apprend à être une bonne femme à la maison. On t'apprend à cuisiner. On t'apprend à faire ton ménage. Mais le reste, il n'y a pas que ça. On doit aussi apprendre à la femme à se protéger, à connaître sa valeur, mais non pas que sa valeur physique. Et non pas que dans son agressivité ou dans sa grande bouche. Non! C'est ça. C'est Non. ça. C'est ça. Et elles sont là, les valeurs, parce qu'on a perdu ces principes-là. Et chez nous, ils sont inexistants. 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 C'est vrai. C'est vrai, c'est ça que tu dis. Non, c'est vrai ce que tu dis. Non, parce que c'est qu'est-ce qu'on vrai. explique à la jeunesse? Tu vois, c'est les regards, les clips qu'il y a aujourd'hui. C'est terrible. Nous-mêmes, on a été dedans. J'ai vu les photos de ton témoignage. Tu vois, ta photo, c'est là. Bon, on avait des piercings au nombril ou à la langue et tout ça. Moi aussi, j'ai eu ça. C'est pour faire montrer quoi. Est-ce que c'est pour le plaisir? Exactement. On en connaît le but, non? C'est ça. Tu vois? C'est ça. Il fallait que nous, notre valeur, quand on aille en soirée, non, il fallait qu'on danse en étant la plus sexy. C'était même pas d'être la plus intelligente à l'école, non. Il fallait que je sois la plus sexy. Il fallait que si moi je devais être quelqu'un, il fallait que j'ai le meilleur palmarès de mec. Que non, on dise que, oh non, elle là, quand tu la connais, waouh, waouh, waouh. Mais après, on s'est. Non, notre génération là est tellement terrible. C'est là, quand on voit les jeunes filles d'aujourd'hui, même si elles ont 14 ans, 16 ans là, des fois, elles font même mon âge. C'est vrai. Nous ne savons pas distinguer l'âge. C'est vrai. Et les mamans sont complices parce qu'elles leur donnent l'argent et elles les favorisent et elles prennent même des photos d'elles. Oh, regardez ma fille, comment elle est belle. Oh, nanana. Oui, ça, on le cultive. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. On ne parle pas, c'est la rue et la société qui va le faire. Et de quelle façon elle va le faire? Elle tue les familles et elle tue la jeunesse. Elle hypothèque les générations. Exactement. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on se responsabilise maintenant. Ça suffit. C'est vrai. La puissance est importante. Parce que si ces fléaux viennent et frappent à notre porte, Célia, ce n'est pas pour rien. Exactement. Si seulement, comme mon oncle avait abusé de moi, mon entourage était venu me voir à me dire, tu sais Sarah, ton corps se respecte. Personne ne doit te toucher. Personne ne doit te laver. Personne ne doit te... Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un vient, te touche ou te regarde, tu dois le dire, même si c'est tonton, même si c'est tata, même si c'est ci ou même si c'est quoi. Tu vois? Juste si on m'aurait dit cela, ça m'aurait protégée. Tu sais, c'est là à quel moment j'en ai pris conscience. C'est parce qu'il y a eu une disparition d'une petite fille qui s'appelait Marion Wagon, qui a disparu. Et on pensait que voilà, c'est là où les histoires de pédophilie ont commencé à sortir. C'est à l'école que j'ai entendu ça et c'est à l'école que j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait. Est-ce que tu te rends compte? C'est ça. C'est ça. Tu vois? Je vois. Tu vois notre responsabilité. C'est ça. Si nos parents nous mettaient en confiance, en confiance, parce que parler de sexe, là, tu te dis, waouh, c'est un blasphème. Dans notre communauté, c'est un blasphème. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas dire cela. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça. Donc, avec quelle assurance et quelle confiance tu vas aller voir ta mère pour dire ça? Et même parfois pour les personnes qui vont même aller le dire à leur mère, oh, communauté, attention, on ne dit pas tout. Bon, tu comprends, c'est tonton, peut-être que toi tu as mal interprété, peut-être que toi tu as mal compris, peut-être que toi tu as mal vu, peut-être que, tu vois, on veut te remettre en question. Et ton même entourage veut te museler. Pourquoi? À cause de la honte, la dignité. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, il faut vraiment parler, ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Chez nous, on a trop d'honneur. Non, mais pour pas que les gens disent, pour pas que les gens parlent. Au prix de quoi? Au prix de ta propre vie. C'est ça. Il faut que ça change. On aime trop garder ça entre nous. On aime trop étouffer ces choses-là. On aime trop que ça soit tabou. Pourquoi? Pour pas les exposer. Parce que ça arrange trop de personnes le fait qu'on n'en parle pas.
Mais assez, c'est assez. Exactement. En tout cas, on n'a pas. Ça, c'est terminé. On est en train de lever une génération de femmes et de victimes qui maintenant va prendre la parole. Et si nous ne nous prenons pas cette responsabilité-là, les futures générations vont être éradiquées. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est sans principe, sans logique et sans mœurs, sans état d'âme. Sans état d'âme. Même chez nous, comment les hommes traitent la femme? C'est ça. Comment ils la traitent? Hein? C'est ça. Tu vois? Et en plus, ils utilisent la culture et parfois ils utilisent même la religion pour ça, avec même des versets bibliques, même peut-être pour les musulmans, même leurs livres, pour les juifs, la Torah, enfin je sais pas, mais ils utilisent même la foi et la religion même pour assujettir la femme. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois? Quelle valeur aujourd'hui à la femme dans notre culture afro? Quelle valeur? Quelle valeur? Quelle valeur à la femme? Et il n'y a pas d'hommes courageux pour se statuer, pour se positionner. Ils sont encore trop peu. Où sont ces frères? Où sont ces frères? Où sont ces hommes-là qui vont venir prendre la défense? Après, on vient et on nous parle, ouais, non, mais vous êtes des féministes amères. Mais qui va nous défendre? Si ce n'est pas nous un jour qui nous levons pour pouvoir le faire, qui va nous défendre? C'est ça. Non, nous ne sommes pas des rebelles, non. Nous avons juste assez de souffrir. C'est ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire confiance à nos gouvernements, aux lois, à la société. Parfois, ils sont complices de toutes ces choses-là. On voit que les choses n'avancent pas. Que devons-nous? Rester là et sourire? Au nom de quoi? Au nom de la culture? Au nom du tabou? Assez, c'est assez. On parle du prix de notre vie et au prix de notre dignité. On ne peut plus continuer dans ce domaine-là. Vraiment, tu sais, Célia, non, assez, c'est assez. Et on ne doit plus laisser notre culture nous étouffer. Nous aimons notre culture, nous la respectons, nous la valorisons, nous l'aimons, nous la pratiquons. C'est ça. Mais prenons ce qui est bon et rejetons ce qui est mauvais. Exactement, exactement. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, vraiment, au niveau de la culture, vraiment, je nous amène à réfléchir. J'amène vraiment réfléchissons. Et maintenant, au niveau de la foi et de la religion, Célia, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de ça parce que nous partageons la même foi. Et je sais que tu es suivie par des personnes qui partagent notre même foi chrétienne. Vous savez, la foi et la prière n'empêchent en rien la connaissance. Exactement, exactement. Parce que nous pensons parfois que tout n'est que du domaine spirituel. Non. Dieu nous a créés tripartis. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Exact. Exact. Et la connaissance de ces domaines-là est importante. Pourquoi je dis ça et pourquoi je vais insister sur ce point-là? Célia, là où on doit rencontrer le plus de personnes libres, c'est l'endroit où j'ai rencontré le plus de personnes captives et qui souffrent, c'est dans l'église. Et ils connaissent le nom de Jésus. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est vrai. Célia, tu sais, à un moment dans l'association, la majorité des personnes que j'avais à suivre et à soutenir, ces femmes-là partageaient la même foi que moi. En fait, le premier témoignage que j'ai partagé, j'ai eu à cœur en fait de le faire à ma communauté, c'est-à-dire à ma communauté culturelle et ecclésiastique. Parce que je savais que c'était des domaines où c'était très, très tabou. Tu vois? C'est vrai. Et je me suis amenée à me poser cette question. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas de solution? Parce que pour nous, en tant que chrétiens, et je parle là en tant que chrétienne, normalement, on nous enseigne qu'à l'église, nous sommes censés trouver la réponse à toute chose. Exactement. Et je voyais qu'il y avait un détachement, une faille entre la foi, la pratique et tout ce qui se passait. Exactement, exactement. Pourquoi, Célia? C'est parce que j'ai remarqué que la plupart de nos leaders sont nés de nouveau dans l'esprit, mais pas culturellement parlant. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pas culturellement parlant. C'est vrai. Bon, je parle de nous parce que souvent, quand on se convertit, quand on donne notre vie à Jésus, on se retrouve souvent dans des églises communautaires. Tu vois? Parfois, on se retrouve dans des églises communautaires. Mais est-ce que le leader a changé sa façon de voir les choses? Exactement. Parce que si pour lui, déjà, dans sa culture, on ne parle pas des choses, c'est pas lui qui va venir te donner des réponses. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. S'il est macho ou dans le patriarcat et qu'il n'est pas prêt à aborder ces choses-là,
il n'aura pas d'écoute ni de réponse à te donner. Eh ben oui, c'est Tu sûr. vois? C'est Et sûr. parfois, ils ne sont pas prêts à aborder ces sujets-là. Donc, ils vont juste dire à la victime, prie, ça va passer. Jeûne, ça va passer. Ils vont lui imposer les mains. C'est Ou ça. sinon, ils vont vouloir chasser les esprits. Bon, bref, toutes ces choses-là qui sont internes, propres à nous. Mais bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que cela il est ouvert à toutes les communautés. Mais tout n'est pas d'ordre que de la prière. Non, non, non. C'est une chose qui est très importante et primordiale. Oui, mais il faut savoir être équilibré parce que le domaine du viol impacte surtout l'âme. C'est vrai. C'est L'âme vrai. de la personne. Et C'est la vrai. victime, à ce moment-là, elle n'a pas besoin seulement que d'être bombardée de versets. Non, elle a besoin de la manifestation de l'amour. Yes. Elle a besoin qu'on lui manifeste le Christ ou cette foi-là qu'on manifeste, qu'on dit qu'on aime par les gestes, par l'attention, Exactement. par l'écoute. Exactement. Moi, c'est vrai. Tu sais, voilà. J'ai un exemple concret à te donner. Mon père spirituel, tu vois, mon pasteur. Mhm. Tu sais, c'est des hommes comme ça qu'il nous faut. Pourtant, c'est un Martiniquais. Il a ses principes. Il est ce qu'il est. Il a sa place d'homme. Il est ce qu'il est. Avec ses principes, ses valeurs, comment il a grandi et tout ça. Mhm. C'est quelqu'un qui a su m'écouter. C'est quelqu'un qui m'a manifesté l'amour, Célia. La patience, l'écoute. Tu sais, j'ai été détruite par les hommes. Mais la vie, et parce que bon, je suis une femme de foi, donc comme on est dans notre contexte, bon, comme je m'adresse à des personnes chrétiennes, pour les autres, ne m'en voulez pas, je ne fais pas du proxénétisme, mais je parle de la vérité, dans les faits de comment moi j'ai vécu les choses. Mhm. Il a eu cette place de père. Tu sais, une fille, une femme, et j'aimerais faire juste une parenthèse, tu m'excuseras. Tu sais, la plupart des victimes sont aussi exposées dû à leur contexte familial. Et ça, les agresseurs en jouent beaucoup, tu vois. C'est vrai. Donc, tu vois, moi, je n'avais pas eu mon père avec moi, je n'avais pas eu cette protection-là. Je ne généralise pas, mais souvent, les agresseurs, ils ciblent les proies faciles, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, une femme, pour devenir ce qu'elle est, elle a besoin de la confiance d'un homme, tu vois, qu'un père l'encourage, qu'un père lui donne de la valeur, qu'un père l'aime, la sécurise, lui donne de l'assurance. C'est ça qui fait d'une femme, tu vois, une femme guerrière, une battante, tu vois, avec les bons principes et non pas une hargneuse, une rageuse. Et tu vois, une femme une véritable rebelle. Exactement. Tu vois ce que Exactement. Tu vois. Le fait, tu vois, qui m'est apporté, tu vois, cet amour, cette patience, tu vois. Il m'a manifesté l'amour, Célia. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos assemblées. Ça, c'est tu vois. Et même si eux ne veulent pas en tant qu'homme ou en tant que responsable prendre ces positions-là, ils peuvent déléguer cela à quelqu'un qui a ça à cœur, à une femme. Il faut aborder. Si dans l'église, ces choses-là sont tabous, le problème, c'est que s'il y a ce frein-là avec les responsables spirituels, la victime qui, elle, à la fois, sa foi va être freinée. Pourquoi? Parce qu'elle va les identifier à Dieu. Elle va les identifier à Dieu. Exactement. Elle va dire, si cette personne n'est pas disposée à m'en parler, si cette personne ne considère pas cela, comment Dieu va l'exposer? Et c'est ce que je dis aux victorieuses qui partagent ma foi. Apprenez à connaître le cœur de Dieu. Exactement. Parce que l'homme est tel. Tu vois. Et pourtant, Dieu s'y intéresse et j'encourage vraiment les victimes à méditer Ésaïe 61. Dieu se soucie de vos souffrances. Exactement. Et de toutes ces pleurs-là. Et j'encourage vraiment tous ces leaders et responsables spirituels à aborder ces sujets-là. Même si dans les faits, vous n'êtes peut-être pas équipé à aider la victime, voilà, à écouter son histoire complète ou toutes ces choses-là. Non, vous pouvez l'aider à votre manière, dans l'amour, dans l'écoute, dans la confiance. Non pas que lui dire, oh, écoute, toi, tu es une pleureuse, tu demeures trop là dans ta souffrance, nana, avance, ou venir la bercer avec des versets bibliques. Écoute, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ok, mais en fait, comment? Parce que les victimes ont besoin du comment. Prends-moi la main et fais-moi montrer comment on fait. Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir la personne physique debout, pleine d'assurance face à soi, mais à l'intérieur, on a quelqu'un qui peut être comme un bébé complètement déstructuré, une personne qui a peur, qui n'a pas confiance en elle. C'est vrai. Et elle a besoin de cela. C'est vrai, c'est vrai. Et la parole, et ça, la Bible nous le démontre. C'est vrai.
nous les démontre avec beaucoup de cas, avec beaucoup de cas différents. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai. Donc, vraiment, je nous encourage aussi à nous, dans le domaine ecclésiastique, à avoir la connaissance de ce domaine-là. Parce que l'Église, c'est l'hôpital. L'Église, c'est l'hôpital. Et nous sommes censés répondre à tous ces domaines-là. Voilà pourquoi l'association s'adresse à toutes les personnes, que ce soit dans le domaine religieux, dans la culture. Nous sommes ouverts à toutes sortes de débats, à toutes sortes d'échanges, à toutes sortes de soutiens. Parce que les victimes sont partout. Les victimes de viol n'ont pas de... C'est-à-dire que le viol n'a pas de couleur, n'a pas de culture, n'a pas de statut social. Exact. Il atteint tout type de personnes. Exact. Donc, soyons vraiment une solution et une aide partout là où nous pouvons l'être. C'est pour ça aussi que vraiment, et je remercie mon pasteur et mon église de m'avoir permis de pouvoir partager mon histoire. Ça a aidé beaucoup de personnes. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont équilibrées dans la foi, mais déséquilibrées dans leur couple et dans leur vie au quotidien. C'est vrai. C'est terrible. Ils servent, ils sont puissants, ils sont tout ce qu'ils veulent, mais déséquilibrés en couple. C'est ça. C'est ça. Et ça amène des gros problèmes conjugaux. Parce que quand un homme marie une femme, hein, il ne marie pas sa spiritualité, il marie sa personne. Hein. Exactement. Mais quel genre de personne es-tu? Exactement. Là, ce n'est pas une affaire de prière, ce n'est pas une affaire seulement de ton esprit, c'est une affaire de l'âme. Exactement. Et ces soucis-là, des fois aussi, ça amène même des problèmes dans le corps avec toutes ces maladies psychosomatiques, perte de cheveux, les cancers, les ulcères, les fibromyalgies, toutes ces choses-là. C'est ça. Et cela ne doit pas être tabou parce qu'il faut savoir une chose. Hein, si l'Église n'apporte pas de réponse et ne soutient pas ses victimes, ils iront les chercher ailleurs. Exactement. Ils iront les chercher ailleurs. Vous savez, quand une personne souffre ou une personne qui a soif de réponse, elle sera capable de boire de l'eau amère. Ça, il en est de notre responsabilité. Parce que la connaissance est importante. Exactement. Parce que c'est l'ignorance qui tue. Et j'aimerais vraiment encourager toutes les victimes qui partagent notre foi. Dieu se soucie de vos souffrances. Exactement. Je vous encourage véritablement à aller lire Ésaïe 61. Ça va vraiment vous édifier. Et si je peux me permettre, Célia, il y a un verset dans la Bible, dans Luc. Quand Jésus est rentré du désert, après être passé par le désert, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il est rentré au temple et il a déroulé le rouleau. La première chose qu'il a dit, c'est qu'il a parlé d'Ésaïe 61. Il a dit, je suis venu pour délivrer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour délivrer les captifs. Il ne s'est pas présenté comme le sauveur. Hein. Il n'a pas dit, je suis le Christ qui est venu pour mourir pour vous sur la croix ou quoi que ce soit. Non. Son premier mandat est de nous secourir. Son premier mandat est de nous guérir. Son premier mandat est de nous consoler et de nous restaurer. Donc, même si les hommes ne vous comprennent pas, votre foi n'est pas vaine et sa parole n'est pas stérile. Sa parole est esprit et vie. Elle a la capacité de changer et de bousculer votre vie. Et c'est ce que moi, je suis aujourd'hui. Yes. Donc, se reconstruire, c'est véritablement possible. C'est véritablement possible. Peu importe dans quel domaine vous êtes, que ce soit au niveau de la culture, ne laissez pas votre culture vous étouffer. Ne laissez pas votre culture et ces tabous-là vous prendre et vous voler votre dignité. Non, 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 non. Yes. Ces acteurs-là du changement. Pourquoi? Parce que votre vie le mérite. Votre vie le mérite. Donc voilà ce que j'avais à dire. Non, il y a aucun souci. Vraiment, Célia, je te remercie. Hein, parce que c'est vrai que ça nous permet aussi à l'association de toucher aussi un certain public. Parce qu'il faut que nous soyons capables de pouvoir parler à tout type de personnes. Exactement, exactement. Et c'est vrai que cet échange a vraiment été constructif, même pour la culture, tu vois, que ce soit par rapport à notre foi qui nous est commune, à la culture et tout cela. Il est important de pouvoir nous aussi prendre la parole et prendre la défense. Oui, c'est important. C'est vrai, c'est important. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Mrs. Kay, pour ton intervention et pour ton message. Parce qu'effectivement, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, aujourd'hui, effectivement, que ce soit dans le milieu culturel, familial, religieux, en fait, aujourd'hui, on nous a muselés sous prétexte que parce que, par exemple, le viol a été fait dans la famille, l'acte a été fait au sein de la famille. Alors, en fait, la famille, par un souci de réputation, pour ne pas perdre sa dignité, pour ne pas perdre son honneur, voudra cacher les choses, étouffer les choses, quitte à ce que vous
vous soyez détruit, quitte à ce que vous soyez blessé. En fait, c'est comme si votre intérêt ne comptait plus. C'est comme si que c'est maintenant l'intérêt de la famille qui compte. Et il faut que ça se soit brisé. Aujourd'hui, vous ne devez plus en fait rester dans votre coin, en tout cas à ce niveau familial. Et même dans le milieu culturel, parce que c'est vrai, moi, je suis antillaise et c'est vrai qu'on est dans une communauté assez antillaise et africaine. Et le problème, c'est quoi? C'est que j'ai constaté que chez nous, les Noirs, alors sans discrimination envers notre propre race, mais même chez nous, les Noirs, en fait, il y a un véritable souci, en fait, avec la femme, comme tu l'as dit. Mais ce souci-là, en fait, aussi, c'est par rapport à la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la culture, une femme ne peut pas faire ci, une femme ne peut pas faire ça, on ne doit pas parler de ça et de ci et de ça. S'il vous plaît, franchement, aujourd'hui, on est en 2020. On n'est pas des féministes ici, mais on se soucie des droits de la femme et de la valeur de la femme. Et c'est important que tous ces tabous culturels-là aujourd'hui puissent tomber. En fait, aujourd'hui, il est temps qu'on arrête de se focaliser sur notre culture parce que, désolé de vous le dire, mais la culture aussi blesse. Il y a des choses dans nos propres cultures qui nous détruisent, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent de nous épanouir. Et ça, il faut pouvoir casser ça. Il faut pouvoir casser ça. En fait, je sais que ce n'est pas facile à faire parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup même de personnes pour qui c'est tellement difficile parce que si seulement ils rejettent une partie de la culture, alors c'est par la famille, par la communauté, ils seront considérés comme à part, comme rejetés en fait. Mais n'ayez pas peur même d'être rejetés parce que vous avez osé faire quelque chose pour vous-même. Moi, je dis aux autres, si tu te préoccupes tout le temps de plaire aux autres, de faire les choses en adéquation avec ce que les autres pensent, mais tu ne vivras jamais pour toi. Il faut que tu vives pour toi-même. Et si tu ne sais pas prendre soin de toi, si tu ne sais pas te mettre en avant à des moments quand il le faut, ben excuse-moi, tu ne pourras jamais aider quelqu'un d'autre. Tu ne pourras jamais pouvoir être une solution pour quelqu'un d'autre. Donc, que ce soit dans le milieu même religieux. Et ça, tu en as parlé aussi, Mrs. Kay, et merci beaucoup parce que c'est vrai que on partage la même foi. Et même dans les milieux religieux aujourd'hui, on voit des personnes qui ont été victimes, même dans la communauté religieuse. Il y a eu des actes qui se sont faits, des choses qui se sont faites, mais parce qu'on s'estime chrétien ou religieux, alors on a peur, ne serait-ce que de parler, ne serait-ce que d'aller vers quelqu'un de confiance et de lui dire, parce qu'on a peur du regard des autres, à se dire, mais est-ce qu'on ne va pas me juger? Oui, si tel frère a eu à me violer, on va dire, oui, si tu as violé, c'est parce que tu as sûrement fait quelque chose pour qu'il te viole, etc. Et en fait, le jugement, mais c'est quelque chose qui peut vraiment nous briser. S'il vous plaît, ne laissez même plus le jugement prendre le dessus, en fait. Peu importe ce qu'on va dire de vous. Et même si vous devez aller porter plainte, parce que là aussi, dans les familles et surtout dans les milieux religieux, on ne veut pas porter plainte parce que si seulement on porte plainte, ça va arriver sur la place publique. Et si ça arrive sur la place publique, oh, c'est fini, on va toujours mal nous voir, etc. Désolée. Il y a des choses qui parfois doivent arriver sur la place publique parce que c'est une âme qui est en jeu, parce que c'est une âme qui est détruite. Et une âme, une personne a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et puis aux yeux du monde en fait. Vous avez de la valeur, vous n'êtes pas n'importe qui. Si le monde doit s'arrêter à un instant afin que vous puissiez être sauvés, être guéris, être reconstruite, être restauré, alors oui, le monde va s'arrêter. Moi, je dis aux gens, quand on regardez bien, quand même il y a un virus et qu'il y a des milliers de personnes qui meurent, on arrive à confiner toute une nation pendant des mois parce qu'il y a un virus qui tue quelqu'un. Alors, votre vie aussi, elle a du prix. OK? Donc, en tout cas, c'est ce qui reste ici juste 5 minutes. On aimerait prendre vos questions. Le live, on est déjà à 1 heure de live. Dans quelques secondes, le live va couper. Alors, vous qui êtes en ligne, abonnez-vous rapidement et rapidement retournez sur le live afin qu'on puisse prendre vos questions et on va clôturer notre live. Alors, rendez-vous tout de suite après la coupure. À tout de suite.